Imaginez-vous. Vous arpentez les couloirs du palais de Topkapi à Istanbul au XVIe siècle, et vous assistez à une scène qui vous glace le sang. Le sultan lui-même, Soliman le Magnifique, traverse une cour intérieure, suivi par un cortège de jeunes serviteurs aux visages impassibles et au corps gracile. Mais des murmures flottent dans leur sillage, car tous connaissent la terrible vérité. Ces jeunes hommes, au service de l'homme le plus puissant du monde, étaient autrefois des garçons libres, et ce que l'Empire ottoman leur a fait subir représente l'un des actes de déshumanisation et d'asservissement les plus troublants de l'histoire. Avant de plonger dans ces récits oubliés de servitude et de survie, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, pensez à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Et s'il vous plaît, commentez ci-dessous pour me dire d'où vous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ensemble ces histoires anciennes depuis différents coins du monde, connectés à travers le temps et l'espace par notre curiosité commune pour le passé. Ce que vous allez entendre n'est pas simplement une autre histoire sur le faste ottoman. C'est le récit de la manière dont le pouvoir absolu peut transformer le prestige en oppression, le désir en domination, et des êtres humains en simples instruments destinés à servir la fantaisie d'un système impérial. Le sort de ces concubins masculins ne vous est peut-être pas familier, mais leur histoire vous hantera bien après la fin de cette vidéo. Commençons par le système qui est devenu l'architecte de cette tragédie. L'Empire ottoman n'était pas intrinsèquement pervers. En fait, sa structure visait la stabilité et la grandeur. Mais au cœur de ce système se cachait une réalité où la vie humaine était souvent subordonnée à la raison d'État, et où le corps de certains individus devenait le symbole ultime du pouvoir du sultan. La vidéo d'aujourd'hui traite du sort de ces concubins masculins, souvent de jeunes garçons soumis à des pratiques qui nous paraissent brutales, mais qui étaient considérées comme une partie intégrante, voire normale de la vie de palais à cette époque. Nous allons découvrir comment ces individus, bien que privés de leur liberté et de leur dignité, étaient institutionnalisés au sein même de la machine impériale, devenant des rouages silencieux d'un pouvoir immense et terrifiant. Pour comprendre leur destinée, il faut d'abord se pencher sur les exigences de leur rôle. Les garçons sélectionnés pour servir au plus près du pouvoir, souvent dans les appartements privés du sultan, devaient les passer par une transformation radicale et irréversible. Pour beaucoup, cela signifiait subir une opération délicate qui les privait de leur virilité. Aux yeux de la société de l'époque, cette modification physique les transformait en une catégorie à part, ni tout à fait homme, ni tout à fait autre chose. Cette perte de leur identité biologique s'accompagnait d'une perte de leur identité sociale. Ils n'étaient plus considérés comme des hommes capables de fonder une famille, de posséder des biens de manière autonome ou de prétendre à une lignée. Ils devenaient des êtres liminaux, suspendus entre les mondes, leur existence entièrement redéfinie par leurs fonctions au sein du palais. En perdant leurs attributs masculins, ils perdaient également leurs droits fondamentaux, leur nom de naissance, et souvent tout lien avec leur passé et leur famille. Isolés du monde extérieur derrière les hauts murs du palais, ils cessaient d'être des individus pour devenir des propriétés de la cour, leur valeur mesurée uniquement par leur utilité pour le sultan et son entourage. Une fois intégrés au système palatial, leur vie basculait dans un univers d'humiliation, de contrôle et de servitude constant. Imaginez vivre chaque instant sous une surveillance implacable, où chaque geste, chaque parole, chaque regard est observé et interprété. Ces jeunes hommes n'avaient aucune liberté personnelle. Leur emploi du temps, leur fréquentation, même leurs pensées les plus intimes étaient scrutées par les eunuques en chef et les gardiens du palais. Leurs corps et leur vie étaient entièrement soumis à la volonté du sultan et des figures puissantes de la cour. Ils pouvaient être appelés à tout moment, de jour comme de nuit, pour accomplir diverses tâches. Leurs fonctions étaient multiples et souvent interchangeables. Ils pouvaient être utilisés pour des services sexuels, mais aussi pour des tâches domestiques, comme servir les repas, préparer les bains ou s'occuper des vêtements du sultan. Ils participaient également à des cérémonies officielles, où leur présence silencieuse et exotique ajoutait au prestige de la cour. Le point commun à toutes ces tâches était leur incapacité totale à refuser. Leur consentement n'était jamais requis. Leur volonté personnelle n'avait aucune importance. Ils étaient des objets au service du pouvoir, des instruments dont le seul but était de satisfaire les désirs, les besoins et les caprices de leur maître. Cette servitude s'accompagnait d'une perte totale d'identité et d'un anonymat forcé. En devenant des serviteurs du palais, qu'ils soient eunuques ou concubins, ces jeunes garçons étaient systématiquement dépouillés de tout ce qui les définissait en tant qu'individus. Leur nom de naissance qui les rattachait à une famille, à un lieu, à une histoire, était effacé et remplacé par un nouveau nom souvent d'origine persane ou arabe, choisi pour sa sonorité poétique, ou pour évoquer une qualité désirable comme la beauté ou la loyauté. Leurs origines étaient volontairement oubliées, leurs liens familiaux coupés. Cette pratique n'était pas un simple détail administratif. C'était un acte délibéré visant à briser leur esprit et à les rendre entièrement dépendants du palais. Sans passé et sans avenir en dehors des murs de la cour,
Leur seule réalité devenait le service. Leur existence se transformait en une simple fonction de l'état impérial. Leur humanité, avec ses espoirs, ses peurs et ses rêves, était méthodiquement effacée dans ce processus de transformation. Ils devenaient des figures anonymes, des silhouettes interchangeables dans le grand théâtre du pouvoir ottoman. Pourtant, ces pratiques n'étaient pas seulement le fruit de caprices personnels, elles remplissaient aussi une fonction politique et symbolique cruciale. En contrôlant totalement le corps et la vie de ses serviteurs les plus intimes, le sultan affichait sa souveraineté absolue. Cette domination sur la masculinité même de ses sujets était une démonstration de pouvoir ultime. Il était le seul véritable homme au sommet de la pyramide, celui dont la volonté primait sur la nature même des autres. La présence de ses concubins masculins et eunuques renforçait cette image d'un souverain dont le pouvoir était sans limite. De plus, ces figures incarnèrent le prestige, le luxe exotique et le mystère qui entouraient la cour ottomane. Souvent recrutés dans des régions lointaines de l'Empire, comme le Caucase, les Balkans ou l'Afrique, ils représentaient la diversité et l'étendue des territoires soumis au sultan. Leur présence était une preuve vivante de sa domination sur le monde. Ils étaient à la fois des objets de désir, admirés pour leur beauté, et des symboles de domination, leur servitude rappelant à tous la puissance écrasante de l'empereur. Ce qui est peut-être le plus dérangeant dans cette histoire, c'est la normalisation d'un extrême. Ce qui, pour nos consciences modernes, paraît monstrueux. La mutilation de jeunes garçons, la privation totale de liberté, l'exploitation sexuelle et physique étaient institutionnalisées et considérées comme normales dans le contexte du palais ottoman. La violence, la modification corporelle et la suppression des droits n'étaient pas des abus exceptionnels, mais des éléments structurels du système. Le recrutement de ces garçons, leur formation, leur assignation à différentes tâches, tout était codifié et régi par des règles strictes. Le palais fonctionnait comme une machine bien huilée où chaque individu avait une place et une fonction, même si cette fonction impliquait la négation de son humanité. Cette vidéo souligne le contraste saisissant entre nos notions contemporaines de droits humains, de dignité et de consentement, et les réalités historiques du pouvoir. Pour les Ottomans de l'époque, la stabilité et la gloire de l'Empire justifiaient des pratiques que nous jugeons aujourd'hui barbares. La survie et la grandeur de l'État primaient sur le bien-être et les droits de l'individu. Cette exploration nous pousse inévitablement vers une réflexion éthique et historique plus profonde. Elle nous invite à questionner comment des systèmes politiques, autrefois acceptés et même admirés, pouvaient tolérer et institutionnaliser de tels abus. Comment une société pouvait-elle concilier un code moral, souvent basé sur la religion, avec des pratiques aussi déshumanisantes? La réponse est complexe et réside dans la manière dont le pouvoir se justifie lui-même. Pour les élites ottomanes, ces pratiques n'étaient pas vues comme des abus, mais comme des nécessités politiques et des traditions établies. Cette histoire nous rappelle que nos notions de dignité, de liberté et de droits humains sont des constructions historiques. Elles ne sont pas universelles et intemporelles, mais le fruit de longues luttes et de révolutions philosophiques. En regardant le sort de ces concubins masculins, nous réalisons que des pratiques que nous considérons comme fondamentalement atroces ont pu être normales, voire nécessaires, pour des pouvoirs anciens. Comprendre cela ne signifie pas justifier, mais plutôt reconnaître la capacité des systèmes humains à rationaliser l'inacceptable au nom d'un ordre supérieur. C'est un avertissement puissant sur la fragilité de nos propres valeurs et sur la nécessité de rester vigilants face à toutes les formes d'abus de pouvoir, passées et présentes.